C'est bizarre. J'ai une drôle d'impression quand je vois Joyce et Hopper marcher comme ça dans le monde à l'envers. Tu sais, cette ambiance oppressante, ce sentiment de danger immédiat, ça ne te dit rien du tout à toi? Bien sûr que ça me dit quelque chose. C'était leur première incursion dans le monde à l'envers. Merci, mais c'est plus ou moins ce que je viens de dire. On peut pas dire que tu m'aides beaucoup. Pardon, mais je ne t'ai rien demandé, moi. Tiens, regarde Hopper devant cette œuf de Démogorgon. Ça ne te fait penser à rien? Bien sûr que si. Ça me fait penser à un œuf à la coque, prêt à être dégusté avec de délicieuses mouillettes de pain beurré. Non mais tu parles sérieusement avec tes mouillettes de merde? Sois pas trop sévère avec moi. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai toujours faim. Si ça se trouve, j'attends un bébé. Arrête un peu de dire des conneries s'il te plaît, tu sais très bien que c'est impossible. Bien sûr que si que c'est possible. Regarde un peu Schwarzenegger dans Junior. Il me semble qu'il attend bien un bébé aussi. Top, tu t'égares. Je ne sais même plus ce que je disais à cause de toi. Tu disais que Hopper, devant son œuf, te rappelait quelque chose. Je t'ai parlé de mouillettes, que j'avais toujours faim, que j'attendais peut-être un bébé. Tu t'es fâché. Et puis voilà quoi. Tout ça pour parler d'un sentiment de déjà-vu. Un sentiment de déjà-vu, c'est ça. Mais pas moyen de savoir d'où ça me vient. Ben, il se trouve que dans le film Alien, Kane tombe lui aussi sur un œuf. Donc, c'est peut-être de là que te vient cette impression de déjà-vu, mon con. On dirait qu'il y a une vie organique. Mais oui, c'est ça. Oh putain. Tu as conscience de ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre ami Kane ne va pas tarder à se prendre une bonne vieille faciale. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Dans 3, Et je te parle. 2, Oh, tu m'entends? 1, Tu te fous de ma gueule? et c'est maintenant. Oh putain! Baisse le volume, mon ami. Dans l'espace, personne ne t'entendra crier. Haha, très drôle. Eh ouais, je sais. Bref, ça me donne envie qu'on fasse nous aussi une petite incursion dans le monde à l'envers pour y trouver d'autres références à la saga Alien. Alors, tu te sens chaud? Ouais, bof. Vite fait alors. C'est parti du coup. Ami voyageur, accroche ta ceinture, on va pas tarder à décoller. Bon, ben, générique alors. En 1979, Alien le 8e passager fait un carton au box-office. Avec ce succès mondial, le film de Ridley Scott, à mi-chemin entre horreur et science-fiction, ouvre la voie à une première quadrilogie qui finira sa route en 1997. Il faut noter que la franchise s'offre ni plus ni moins les services de réalisateurs tels que Jean-Pierre Jeunet, Qu'on connaît surtout pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ou encore David Fincher, le mec à l'origine de Seven, Fight Club ou encore Zodiac. et sans oublier bien sûr le grand James Cameron. Est-il vraiment nécessaire de présenter sa filmographie? En 2012, Ridley Scott Le mec qui a remis en scène le péplum en 2001 avec Gladiator. On avait juste oublié de le faire avec lui et c'était pas juste. Ça valait le coup de me couper la parole, merci. Donc, Ridley Scott relance une trilogie avec Prometheus, un préquel de son film de 1979. Il signe ensuite Alien Covenant en 2017. Quant à Alien Romulus, il est réalisé en 2024 par Fede Alvarez. Surtout connu pour son remake de Evil Dead en 2013. On peut aussi citer les deux spin-offs, Alien contre Predator sorti en 2004 et sa suite sortie en 2007. C'est vraiment pas indispensable. Il y a quand même un prêt d'Alien dedans, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est de la merde. Bon, du coup, j'imagine qu'on va zapper aussi la série Alien Earth. Tu supposes bien. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va découvrir ensemble en quoi Matt et Ross Duffer, tous deux passionnés par cet univers si bien foutu, s'y sont librement inspirés pour étoffer leur propre univers. Tout aussi bien foutu. Oh la lourdeur du mec. Tu excuseras ma beaufitude, mais j'ai rien trouvé de mieux pour illustrer tes propos. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, est-ce que ça te dirait de faire un petit tour dans les caves avec moi? Wow. Mais pour qui tu m'as pris, toi? Je suis pas loin là, moi. T'as cru qu'on était dans ma cité va craquer? Mais toi, je te jure, je vais t'arracher la tête. Détends-toi. Je parle des tunnels dans Stranger Things. Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru t'en voulais à mon cul. Non, rassure-toi, tu n'es pas mon genre. Bon, amis de longs tunnels obscurs, les longs tunnels obscurs vous appellent. Les préambules sont très importants si tu veux arriver vraiment au fond.
Dans l'épisode 5 de la saison 2, Hopper découvre un réseau de galeries souterraines aux parois recouvertes de lianes issues du monde à l'envers. Cet ensemble de tunnels semble traverser la ville de Hawkins. La légende raconte que les frères Duffer se seraient inspirés de la multitude de couloirs oppressants du Nostromo de Alien le 8e passager. Par contre, ici les parois sont recouvertes de tout un tas de tuyaux et de trucs crasseux. On pourrait juste parler d'une métaphore du Nostromo du coup. Oui, si tu veux, c'est une métaphore. Par contre, ça colle parfaitement avec le cœur de la centrale où sont retenus les colons dans Alien le Retour. L'endroit est rempli d'espèces de sécrétions organiques en tout genre. Ouais. Mais sécrété par quoi? C'est carrément glauque et surtout bien dégueulasse. Dans l'épisode 6 de la même saison, le Dr Owens supervise, à partir d'un poste de contrôle, Première porte à droite, messieurs. les agents du labo redescendus dans les tunnels sur les indications bienveillantes de Will. Ici, c'est le lieutenant Gorman, Ripley et Burke qui dirigent, bien à l'abri du danger, les Marines se partis secourir les colons dans cette antichambre de la mort. Owens assiste impuissant à l'attaque que subit son équipe par les démochiens. Putain, le truc de fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de me rendre compte que le docteur Owens et l'autre ordure de Burke, c'est les mêmes personnes. T'avais remarqué ça, toi? Absolument. D'ailleurs, l'acteur s'appelle Paul Reiser. Et c'est pas un hasard s'il a été casté par les frères Duffer. Leur intention était que l'on fasse l'amalgame entre les deux personnages. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Vu que Burke est une ordure dans Alien... Oui, j'ai mal joué. Oui, mais ces pauvres gens sont tous morts. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ici? On s'attend à ce que Owens soit une ordure aussi dans Stranger Things. Vous avez raison, et je vous dis qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, je disais que Owens a assisté en toute impuissance au massacre de ces hommes, avec un Hopper sidéré par ce qu'il vient de se passer. Dans Alien le Retour, c'est plus ou moins pareil. Les Marines se font dépouiller par des dizaines de xénomorphes déchaînés. Par contre, Ripley, elle, se bouge le cul et part sauver les sauveteurs. Merde, Ripley, mais qu'est-ce que vous foutez? On observe le massacre à travers les différents détecteurs de mouvement et autres caméras embarquées. Tout dans la réalisation de cette scène fait penser au film de Cameron. Bordel de merde! Apone, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont Ukro et Birmansky. Tout à fait. D'ailleurs, j'aime bien cette façon de représenter chaque perte humaine par la perte de son signal vidéo. C'est vrai que c'est bien pensé. Bon, je pense qu'on a fait le tour des tunnels. On pourrait maintenant poursuivre notre route vers la Russie. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on va se geler le cul. Mais bon. On pourra toujours se réchauffer avec de la vodka. Amis de la Russie vous appelle. Dans la saison 4, nous retrouvons Hopper prisonnier dans un camp de travail soviétique. Il vient tout juste de repousser la mort avec son ancien geôlier russe, devenu malgré lui son nouvel allié. C'est bizarre, mais cet homme a une gueule qui me dit vaguement quelque chose. Cet homme, il a l'honneur d'être Jaqen H'ghar. Mais bien sûr, Jaqen H'ghar, le mec chelou de Game of Thrones. Ne me nomme pas. Et on peut savoir pourquoi? Jaqen n'est plus. Bah oui. Maintenant, tu n'es plus que le mec qui a trahi ses compatriotes. Cet homme, il n'a pas choisi ses compagnons. Bref. Hopper, Murray, Joyce et... Comment on doit t'appeler toi maintenant? C'est Enzo. Et donc Enzo découvre presque par hasard le théâtre d'expériences plus que discutables sur les monstres du monde à l'envers. Un véritable musée des horreurs qui expose quelques cadavres de démogorgons. Qu'est-ce qu'il trafique? Et plus inquiétant encore, les particules sombres qui forment le flagelleur mental. Cette scène me fait grave penser à celle
celle dans Alien la Résurrection où le clone de Ripley tombe elle aussi par hasard sur le même genre d'expérience. D'ailleurs, Winona Ryder, qui joue Joyce Byers, tient aussi le rôle de Cole dans le film de Jean-Pierre Jeunet. Elle est le lien entre les deux œuvres. Putain, elle joue dans les deux scènes, mais avec un trou de 25 ans dans le temps. C'est pas banal ça. Bref, Hopper fait preuve de pitié quand il tire sur le Démogorgon sanglé et éventré. Ouais, pas comme le clone de Ripley. Elle y va carrément au lance-flamme, tendu par la gentille Winona pour abréger les souffrances de numéro 7. D'ailleurs, tu as remarqué que du coup, Sigourney Weaver, c'est la numéro 8. Viens, on n'a pas le temps de faire du tourisme. Eh ouais, comme Kali. D'ailleurs, dans la saison 5, elle aussi découvre un laboratoire dans le monde à l'envers qui rappelle celui de Alien la Résurrection. Ce qui nous emmène directement à la source d'inspiration qu'est Ellen Ripley pour les personnages féminins de Stranger Things. Les meufs qui portent leur coronesse. Durant les 5 saisons de leur série Stranger Things, les frères Duffer ont apporté un soin particulier à donner une image forte à ces personnages féminins. De Nancy à Karen, en passant par 11, elles incarnent parfaitement le girl power, sans toutefois tomber dans les terribles clichés du féminisme actuel. Au-delà du fait d'être une femme qui nous rappelle notre condition de femme, et à la condition qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme. Excusez-moi, mais... Et ces trois femelles ont un point commun, Ellen Ripley. Elles ont effectivement toutes un petit truc emprunté à ce monument de femme incarné à la perfection par Sigourney Weaver, à commencer par la coiffure. Car il faut savoir que 11 ne porte pas la buzz cut par hasard. Et ouais, c'est la coupe de Ripley dans Alien 3, film dans lequel elle partage d'ailleurs la vedette avec l'homme qui joue Tywin Lannister dans Game of Thrones. Pour convaincre la toute jeune Millie Bobby Brown de se raser la tête avant le tournage de la première saison, les frères Duffer lui ont assuré qu'elle aurait l'air aussi badass que la défourailleuse de Xenomorph. Je veux mourir. On a un contrat. Rappelle-toi. D'ailleurs, en parlant de contrat, pour la 4e saison, ils ont dû faire preuve de plus d'imagination, car il était hors de question qu'elle se rase la tête à nouveau. Et oui, la petite actrice qui débute a entre-temps laissé la place à la star mondiale que l'on connaît aujourd'hui. Dans la 2e saison, les frères Duffer optent pour des cheveux bouclés pour définir le look de la petite héroïne. Charlotte Humble a perdu sa sœur, c'est trop triste ça. Alors qu'en fait, les frères Duffer ont tout simplement pompé le look de Ellen Ripley dans Alien le Retour. Pour la saison 5, c'est Nancy Wheeler qui portera la coiffure de Sigourney Weaver du premier film Alien. Cependant, le personnage incarné par Natalia Dyer a plus en commun qu'une simple coiffure avec Ellen Ripley. On s'est juste roulé des pelles pour le moment. Tout au long de la série, on voit une gentille ado studieuse devenir une véritable machine à tuer. Meneuse d'hommes. T'es sûr de ton coup? Non. Et spécialiste des armes à feu. Comme Ripley dans la quadrilogie Alien. Quant à sa mère Karen, elle protège sa fille comme une louve du Démogorgon dans la 5e saison. Dégage! Ne t'approche pas de mon enfant! Exactement comme quand Ripley a posé ses couilles sur la table pour défendre Newt de la reine alien. Ne la touche pas, sale pute! Sauf que Karen a bien failli y rester. Oui, pas comme Ellen Ripley qui a déchiré sa race à la reine-mère. D'ailleurs, tout ça nous amène tout droit vers les monstres du monde à l'envers. En route, mauvaise troupe. Dans la première saison de Stranger Things, nous avons fait connaissance avec le Démogorgon. Un redoutable prédateur sans visage, rapide, puissant et solitaire. En tout cas, c'est ce qu'on nous a laissé croire. Tout comme nous l'avons cru dans le 8e passager. Le monstre à tête de gland aimait lui aussi les plaisirs solitaires. Elle est chelou ta phrase, non? Ouais, j'avoue.
c'est ambigu. Bref, les apparitions du Démogorgon sont brèves et bien souvent on le distingue à peine. Ce qui n'empêche pas la menace de planer en permanence. Comme dans le film de Ridley Scott. Le truc est rapide, efficace et surtout bien dégueulasse. C'est dans la deuxième saison que l'on apprend que le Démogorgon n'est pas une bête isolée. Il fait partie d'un tout. Effectivement, on comprend qu'il existe une conscience collective qui gangrène le monde à l'envers. Exactement comme quand Cameron décide pour Alien le Retour de nous montrer que le monstre à tête de gland n'était pas non plus un être unique. Il fait lui aussi partie d'un tout dirigé par une reine, sur le même concept que l'esprit de ruche des abeilles. Dans Stranger Things, c'est le flagelleur mental qui contrôle cet esprit de ruche, une sorte d'araignée géante composée de particules sombres. On apprendra dans la saison 4 que c'est en fait Vecna qui lui a donné cette forme, en rapport avec sa passion pour les veuves noires. Par contre, contrairement à Stranger Things, où l'esprit de ruche est plutôt psychique, dans la saga Alien, le lien est plutôt biologique et instinctif. Dans la 5e saison de Stranger Things, Vecna capture avec l'aide des Démogorgons plusieurs enfants pour décorer les murs de sa forteresse visqueuse. La reine-mère partage les mêmes goûts pour la déco, mais pour des raisons différentes. Quand Vecna se sert des gosses comme vaisseau pour faire fusionner les mondes, la daronne se sert des colons capturés comme hôtes pour la reproduction de ses petits soldats. Nom de Dieu. D'ailleurs, puisque tu abordes le sujet de la reproduction, on va parler des différents stades d'évolution des deux monstres. À la fin de la première saison, Will libère une larve dans l'évier de la salle de bain. On va dire que c'est le premier stade. On pourrait comparer ce stade à celui du facehugger qui s'accroche à la tronche de son hôte. T'as trop chaud? Ah, désolé, j'avais pas vu. Dans la deuxième saison, Dustin met la main sur la larve qui a maintenant atteint son stade juvénile. Tu sais que t'es trop mignon. Je suis contente de t'avoir trouvé. Si de prime abord le machin a l'air inoffensif, il a quand même bouffé un chat avant de s'enfuir. On peut comparer cette forme à celle du chestburster, un truc plutôt petit qui ressemble à un de ces sextoys chelous. Enfin bref, un truc capable de défoncer une cage thoracique. Le troisième stade n'est autre que le démo-chien. On commence à comprendre la menace grandissante avec cette nouvelle forme. C'est du polycarbonate, il n'arrivera jamais à passer. Cette forme pourrait être comparable à celle du troisième film. Celle naît d'un chien, ou d'un bœuf, selon les versions. Une chose est sûre, c'est qu'il est bien plus petit que le xénomorphe. D'ailleurs, ce plan n'est pas sans rappeler l'attaque de Nancy par le flagelleur mental dans la saison 3. Et enfin, la forme la plus dangereuse et la plus redoutable d'entre toutes, je te présente le Démogorgon adulte. Que l'on peut comparer à la tête de bite la plus célèbre de la planète. Après celle de Rocco Siffredi, bien entendu. Les transformations, dans un cas comme dans l'autre, laissent une exuvie sur leur passage. C'est quoi ce truc? Exuvie? Une exuvie, c'est l'enveloppe externe laissée par le monstre lors de sa mue. Tu m'impressionnes par tant de vocabulaire. Sur ces bonnes paroles, on va pouvoir partir sur le chemin de la conclusion. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui relie Stranger Things à la saga Alien. On a certainement oublié quelques détails. Comme par exemple, quand Hopper, dans l'épisode 4 de la première saison, cite le nom de O'Bannon. Je sais, mais je viens de quitter O'Bannon. Il a dit qu'il voulait vous voir au poste de police. Il a parlé d'une urgence. Qu'est-ce que vous racontez? Je travaille pas avec O'Bannon. J'ai dit O'Bannon? Oh, pardon. Ce nom est une référence au scénariste de Alien le 8e passager, Dan O'Bannon.
le mec responsable du retour des morts vivants en 1985. Puisque tu abordes la référence à O'Bannon, dans l'épisode 8 de la saison 4, Sullivan appelle un de ses hommes X. X, vous allez à l'étage. Oui, c'est X. C'est bien évidemment un clin d'œil au militaire campé par Michael Biehn dans Alien le Retour. Le même mec qui jouait Kyle Reese dans Terminator. Terminator réalisé lui aussi par James Cameron. D'ailleurs, celle qui joue Sarah Connor est aussi la même actrice qui joue le Dr. K dans la saison 5. Bon, il est vraiment temps de conclure, parce que là on s'égare. Amis voyageurs, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve bientôt pour visiter le summum de la terreur extraterrestre. Et n'hésite surtout pas à nous dire en commentaire si tu sais de quel film on parle. En attendant, surveille ton voisin, ne fais confiance à personne. Allez, ciao. Salut!